Écoute, dit Bizien avec patience, est-ce que les tikis de Polynésie, dont il ne reste plus un seul ici, et toutes les plus belles pièces du passé de l'Océanie foutent dans les musées d'Europe? Mettons, puisque vous n'y comprenez rien, qu'il s'agit d'échanges culturels. Et pourquoi voulez-vous que ce soit un Américain qui fasse Gauguin? Râler verdouiller. Bizien faisait preuve de patience. D'accord. Monsieur Cohn n'est pas plus américain que vous et moi, malgré un accent assez bien imité. Je ne sais pas ce qu'il est d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance. Ensuite, la majorité des touristes sont américains. Il faut leur faire plaisir. Je ne compte pas m'arrêter là. Je joue à fond le côté paradis terrestre. C'est ce que les gens viennent chercher ici. Il faut qu'ils le trouvent. Je vais donc te leur foutre des reconstitutions bibliques du tonnerre de Dieu, depuis Adam et Ève, et le buisson ardent, jusqu'à la crucifixion, dans un cadre admirable. Je suis décidé à faire ici un parc d'attractions qui enfoncera Disney World complètement. La nature, la beauté des sites, la vanité, ça suffit pas. Si on veut garder les touristes, il faut un festival, quelque chose de culturel. Des châteaux de la Loire, je ne sais pas moi, on peut tout faire. J'ai encore des difficultés avec les éléments progressistes de l'île qui ne veulent pas entendre parler d'un paradis terrestre à Tahiti. Ils veulent des usines et la pollution atmosphérique. Ils exigent à la fois une implantation des industries et le développement du tourisme, ce qui est contradictoire, mais ça s'arrangera. Cohn était très impressionné. Ça ne peut pas ne pas prendre le coup du paradis terrestre, dit-il. Ça a déjà pris la première fois. Le Napoléon du tourisme se balançait dans son fauteuil, faisant tourner d'une main le globe terrestre avec son Panama posé victorieusement sur le pôle Nord. Rien de vulgaire, remarquez. On fera le circuit en autocar, partant du péché originel jusqu'à Gauguin et Van Gogh, et Victor Hugo sur son rocher à Guernesey. Et je peux étendre ça au fur et à mesure que les fonds rentreront avec une cathédrale de Chartres, modèle réduit, un Versailles miniaturisé. J'ai 4 kilomètres de terrain au-dessus de Pouavia, dans un paysage admirable. Assez de place pour leur foutre tout le truc, depuis la Genèse jusqu'à Marilyn Monroe. N'oubliez pas que la France a au moins un avantage incalculable sur le Disney World américain. Nous avons 1000 ans de plus qu'eux. Formidable, gueulait-il. Vous louez un type qui n'aura rien d'autre à faire que de traîner partout dans l'île sa couronne d'épines et une croix en carton-pâte, et que les touristes apercevront à tous les tournants de la route. Le Napoléon du tourisme s'échauffait, lui aussi. Un Hilton dans la presqu'île et un casino à Moorea avec roulette, baraka et crap américain. Un golf dans le plus beau site du monde. Des tikis partout, gueulait Cohn. Il n'y a qu'à copier ceux qui sont au musée de l'homme. À Paris. Bizien avait la bouche tordue par la haine. Saint-Antoine, parmi les Vainés, entouré des reproductions des œuvres des plus grands peintres pour lesquels il avait posé. Jeanne d'Arc. Il faut absolument Jeanne d'Arc. Gueuler Cohn. Bien sûr. On prendra dans le répertoire ce qu'il y a de meilleur et de plus connu. Rien de trop sophistiqué, du naïf. En harmonie avec le cadre naturel, traité comme dans le style douanier Rousseau. Il faut quand même du bac. On ne peut pas sans ça. On leur foutra du bac partout. C'est dans le domaine public. Un haut-parleur à chaque cocotier. Des flots de bac tomberont des étoiles. Picasso, Saint-Louis, Auschwitz miniaturisé. Il y a au moins 40% de juifs parmi les touristes américains. Auschwitz, la légende des siècles récitée au clair de lune par les petits Tahitiens. Le martyr de Saint-Sébastien. L'œil qui regardait Caïn. L'enlèvement des Sabines. Napoléon à Sainte-Hélène. Kennedy. Il faut absolument Kennedy. On ne peut pas sans ça. Kennedy soignant les lépreux, Kennedy marchant sur l'eau, montrait comment le châtiment est venu parce que les Polynésiens avaient essayé de préserver jusqu'au bout le paradis terrestre. Le châtiment sous la forme de la bombe atomique dans l'atoll de Mururoa. Il faut une fin édifiante. Bouddha! Il faut Bouddha! On ne peut pas sans ça. Moïse et le buisson ardent au sommet de l'Orofena avec des projecteurs, un buisson ardent en néon. Le massacre des innocents, gueulait Cohn. Il faut un massacre des innocents quelque part. On ne peut pas sans ça. La télé dans toutes les chambres. La reine Pomaré à genoux, accueillant les premiers missionnaires. Monseigneur Martin, lavant les plaies de Gauguin sur son lit de mort. Le repentir des gendarmes charpillés. Éclaverie. Le cercueil de Gauguin, porté sur les épaules par les plus hauts personnages de l'administration. L'enterrement de Gauguin, nom de Dieu. Ses obsèques nationales, ses cendres, au Panthéon. Pasteur, inventant la pénicilline. La prise de la Bastille par nos ancêtres les Gaulois. Avant de s'installer à Tahiti,
Cohn avait d'abord songé à se réfugier dans une île déserte de l'archipel des Tuamotu. Mais il avait l'instinct de conservation très développé. Dans une île déserte, l'humanité se serait réduite à lui-même. Une situation scorpionesque qui rendrait le règlement de compte, même purement gesticulatoire, totalement impossible. La tête légèrement branlante, ses petits sourcils levés très haut, les yeux courants en tous sens dans les orbites comme à la recherche d'un lieu où il pourrait planter la guillotine, Bizien reprenait son souffle. Verdouillet paraissait englouti dans la stupeur. Une mouche exotique bourdonnait contre la vitre, prise au piège, comme toutes les autres. Cohn sentait passer dans le bureau le souffle d'un nouveau sacré. Le tourisme, dont la grande loi, la loi fondamentale, était que l'assassin revient toujours rôder sur les lieux du crime, mais en emmenant cette fois sa femme et ses enfants. Au milieu de ce Disney World, Cohn voyait fuir un Christ épouvanté et indigné, poursuivi par les organisateurs du festival culturel. Il portait une croix en plastique d'une légèreté inouïe et essayait d'expliquer à Jésus qu'il s'agissait cette fois d'une cérémonie purement symbolique et que, du reste, les lois syndicales ne permettaient pas de le garder plus de 8 heures par jour sur la croix. Il serait logé, nourri et bénéficierait de la sécurité sociale. Tout ce qu'on lui demandait était d'être un Christ chiqué, sur une croix chiquée, dans une crucifixion chiquée, dans le cadre du grand parc d'attractions culturelles. Mais Jésus se cachait à Tahiti, dans un cœur. Il faisait la grève des bras croisés et refusait de servir. La seule mention de l'affaire homme ou de l'art gothique le plongeait dans une fureur noire. Cohn, le dos contre la fenêtre, les bras croisés, fumait son Havane avec satisfaction. La tête de Verdouillet faisait peine à voir. L'indignation, en même temps que la crainte d'être tenu à l'écart du boom touristique, lui donnait un air désemparé. Et, avec son poil rouquin et son air outré, il commençait vraiment à ressembler à Van Gogh, lorsque les marchands venaient conseiller à ce dernier de changer de manière et de peindre d'une façon moins choquante pour le bon goût. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous me demandez de renoncer à ma nature artistique? Je peins comme Gauguin, je ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, renoncer à moi-même. Bon, écoutez, mon vieux, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous entourer la tête d'un bandage, vous coiffer d'un chapeau de paille, vous laisser pousser encore un peu la barbe et vous tenir sur le quai en peignant des tournesols. De temps en temps, vous bredouillerez quelques mots incohérents. Ça ne me paraît pas bien difficile. Cohn sortit de là dans un tel état d'écœurement qu'il ne reprit ses esprits que 36 heures plus tard, à l'issue d'une soulographie, dont le seul souvenir qui surnageait était le baron, assis à une table du Kit-Kat et fixant sur lui un œil très bleu, sous un sourcil légèrement levé. Le baron était si bien mis, et Cohn, à ce moment-là, se sentait tellement crasseux à tout point de vue qu'il fit une scène épouvantable à ce personnage imperturbable, si totalement absent et préoccupé seulement de garder sa propreté à toute épreuve. Il gueulait que Dieu n'avait pas à traîner dans des endroits pareils, qu'il en avait d'ailleurs marre d'être suivi, que l'œil n'avait pas à être dans la tombe et regarder Caïn, qu'il ne se considérait en rien responsable de la destruction du paradis terrestre. Il n'avait absolument rien contre la bombe à hydrogène qu'on allait faire exploser à Mururoa. Au contraire, il trouvait qu'on ne l'utilisait pas assez. On le jeta dehors, et vers 2 heures du matin, il se surprit, perché sur un tabouret, en train d'expliquer au barman du panier fleuri quel immense savant il était. Il avait mis au point un dispositif permettant de capter l'âme et de la foutre dans un moteur. Il avait déjà une motocyclette comme ça, un rasoir électrique comme ça, et une brosse à dents comme ça. Et tout déjà était comme ça. Ce n'était, du reste, que l'aboutissement technique d'un vieux processus spirituel et moral. Fini la crise de l'énergie. Il ne restait plus qu'une difficulté à résoudre, le danger de pollution atmosphérique.
Après, il ne se souvenait plus de rien. Con avait sans doute passé la journée suivante à dormir à l'ombre des bananiers, parce que la seconde nuit tournait déjà presque à l'aube lorsqu'il se réveilla. Le surf battait contre le récif dans une assez bonne imitation d'un cœur indigné. Le corail, disparu sous le reflux de la marée, laissait en bordure une vie panique de crabes en fuite vers quelque trou providentiel. Sur les cocotiers, les couronnes de métal placées autour des troncs pour protéger les noix de coco contre les rats s'entourèrent d'une aube argentée qui rappelait les auréoles dont tous les chapeliers de la Renaissance coiffaient leurs saints exemplaires. D'un canot abandonné sous la palmeraie, une forme humaine émergea, s'étira et s'éloigna. Con reconnut une de ces reliques familières que l'épopée de Thor Heyerdahl avait semées sur toutes les plages de l'Océanie. Le capitaine Robert Koechlin, qui réussissait à survivre en se faisant passer auprès des touristes pour un des compagnons de Heyerdahl à bord du Kon-Tiki. Con se leva. La crise de désespoir était passée. Il se sentait bon pied bon oeil, prêt à reprendre la lutte et à rentrer dans la carapace protectrice du Picaro cynique qu'il revêtait tous les matins.